Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres. Torture, violences sexuelles, travail forcé. Amnesty International tire la sonnette d'alarme sur le traitement des migrants interceptés en Méditerranée et renvoyés en Libye. L'ONG exhorte les autorités libyennes à fermer les centres de détention. La 20e édition de la reconstitution des ressources de l'Association internationale de développement. Les pays africains qui ont pris part à cette rencontre demandent à la Banque mondiale de renforcer son aide financière. La Banque africaine de développement au chevet de l'économie tunisienne. L'institution a approuvé un financement de 70 millions de dollars pour des projets de relance économique. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa dénonce des violences planifiées et coordonnées. Le chef de l'État promet l'identification et la poursuite des auteurs. Les forces de l'ordre suspectent actuellement une douzaine de personnes. En Afrique du Sud, où le bilan des troubles s'est alourdi ce jeudi à 117 morts, dont 91 dans la province du KwaZulu-Natal, où les violences ont commencé il y a une semaine. Les premiers incidents ont éclaté la semaine dernière au lendemain de l'incarcération de l'ex-président Jacob Zuma, condamné à 15 mois de prison ferme pour outrage à la justice. Amnesty International dénonce un traitement atroce subi par des migrants en Libye. L'ONG met en cause les politiques européennes de retour forcé de migrants vers la Libye, où ils sont enfermés dans des centres de détention où des violences continuent d'être commises en toute impunité. Samantha Sabehou Saboubanga. Dans un rapport paru ce jeudi 15 juillet 2021, Amnesty International tire la sonnette d'alarme sur les effroyables conséquences de la coopération européenne avec la Libye en matière de contrôle de l'immigration et des frontières. 2021 pourrait bien devenir l'année la plus meurtrière des migrants qui tentent de rejoindre l'Europe au départ de la Libye selon Amnesty. Des témoignages recueillis ces derniers mois par l'organisation démontrent que, malgré les engagements, des crimes toujours impunis continuent d'être commis dans les centres de détention où sont renvoyés de force ceux qui avaient embarqué sur les eaux pour tenter de rejoindre l'Europe. Cela fait quelques années que Amnesty International tire la sonnette d'alarme sur la situation des migrants et des réfugiés en Libye. On le sait, on a vu des vidéos tous les jours, la presse parle de ce qui se passe, comment est-ce qu'un véritable trafic de traite humain s'est organisé en Libye. Et enfin, cette année, on a une dénonciation claire de l'ONG Amnesty International sur la complicité des pays membres de l'UE. En effet, on ne peut pas dire qu'on lutte contre l'immigration d'une part et en même temps savoir ce qui se passe en Libye. L'Union européenne continue de collaborer avec la Libye en fournissant notamment des vedettes rapides pour intercepter des personnes qui fuient. Dénonçant ainsi le mauvais traitement des migrants par les gardes-côtes libyens, en complicité avec l'Union européenne, Amnesty International appelle à la fin de cette coopération aux conséquences indéfendables. Des violences impunies, vols et humiliations, au viol de femmes en échange de la nourriture ou de la simple liberté, des morts par négligence ou manque de soins, notamment de bébés. Il est important aujourd'hui que, efficacement, d'abord, l'Union européenne prenne de véritables sanctions envers la Libye et enfin également que les pays d'où sont originaires ces migrants, ces réfugiés, qu'ils mettent à disposition tout le système, tout ce qu'il faut pour que ces jeunes restent dans le pays. C'est en fournissant déjà de meilleures conditions en termes d'éducation, de formation et en créant des emplois. Si on arrive à résoudre cette équation, ça empêchera qu'on arrive à cette situation. Le camp de migrants de Zintad, au sud-ouest de Tripoli, la capitale libyenne, tristement célèbre pour ses piètres conditions de vie, a été vidé d'après un rapport du Haut-Commissariat de l'ONU pour les réfugiés paru en janvier 2021. Sur les 500 migrants enfermés en 2020, seule une centaine y étaient encore en janvier 2021, les autres ayant fui ou disparu. Pour de nombreuses associations de défense de migrants, Zintan restera le camp de la honte, plusieurs détenus y ont perdu la vie. La SADC, la communauté de développement d'Afrique australe, annonce le déploiement d'une mission d'information. Une équipe est dépêchée
en Eswatini jusqu'au 22 juillet, où des émeutes ont opposé depuis juillet forces de l'ordre et manifestants, des émeutes durement réprimées. Plusieurs manifestants y ont trouvé la mort et de nombreux militants ont été arrêtés. Des violences intervenues dans le cadre de manifestations visant à réclamer plus de démocratie, notamment l'organisation de véritables élections dans ce pays, la dernière monarchie absolue du continent africain. Et dans l'actualité également, la 20e édition de la reconstitution des ressources de l'Association internationale de développement qui s'est tenue à Abidjan en Côte d'Ivoire. Et cette année, les chefs d'État et de gouvernement d'une quinzaine de pays du continent demandent auprès de la Banque mondiale un montant estimé à plus de 100 milliards de dollars, un fonds devant permettre de redresser leurs économies en crise à cause de la pandémie de Covid-19. Écoutez le président ivoirien Alassane Ouattara, l'hôte de cet événement. Notre réunion d'aujourd'hui vise à arrêter nos priorités communes de développement et à faire, dans le cadre de la reconstitution des ressources de l'IDA, un plaidoyer auprès des principaux donateurs de l'IDA afin de mobiliser au moins 100 milliards de dollars en vue de relancer nos économies. C'est une bonne occasion pour montrer que la solidarité est effectivement essentielle. Je dirais même qu'elle est obligatoire pour le bien de toute l'humanité et pour construire ensemble un monde plus sûr et, bien évidemment, nous souhaitons plus prospère. Je reste convaincu que les échanges avec les chefs d'État permettront de consolider les acquis et de jeter les bases d'une coopération solide, durable et viable, à même d'accélérer le développement de l'Afrique pour le bien-être de nos populations. C'est donc sur cette note d'espoir et de remerciement que je souhaiterais clore mon propos en déclarant ouverte la réunion de plaidoyer pour une 20e reconstitution ambitieuse des ressources de l'IDA. Je vous remercie, mesdames et messieurs. La Banque africaine de développement a approuvé un financement d'un peu plus de 70 millions de dollars en faveur de la Tunisie, décision du conseil d'administration. La Tunisie, lourdement affectée par l'impact économique de la crise sanitaire, le fonds mobilisé est destiné à la relance économique à travers l'amélioration du climat de l'investissement. Corinne Eoné. Dans sa dynamique de relance économique, la Tunisie va bénéficier d'un financement de 60 millions d'euros de la Banque africaine de développement. Selon une annonce faite le 14 juillet par la BAD, ces fonds serviront à l'amélioration du climat de l'investissement, la préservation de l'emploi et la promotion de l'inclusion sociale à travers de nouveaux mécanismes de réponse aux défis sociaux exacerbés par la pandémie de Covid-19. Quelques 2,3 millions de personnes bénéficieront ainsi de transferts sociaux améliorés. Le programme soutiendra notamment 470 000 ménages à revenus limités ainsi que 260 000 autres bénéficiaires de transferts monétaires permanents auxquels s'ajouteront 400 000 nouveaux ménages non référencés affectés par la crise. Par ailleurs, 230 000 salariés menacés par des licenciements et exposés au chômage technique seront soutenus par le programme qui contribuera à préserver leur emploi ou à leur faire bénéficier d'une assistance sociale. Avec désormais un record quotidien de 100 décès dus au Covid, la Tunisie affiche le plus fort taux de mortalité de tout le continent et du monde arabe, soit au total 16 000 morts depuis le début de la pandémie. Au plan économique, la Tunisie doit rembourser d'ici à la fin de l'année 4,5 milliards d'euros à ses créanciers. Par ailleurs, l'accord avec le Fonds monétaire international pour obtenir un soutien de 3,3 milliards d'euros peine à aboutir. Toutes les économies du monde sont perturbées, essentiellement les économies qui étaient basées sur le tourisme ou qui étaient performantes en matière de tourisme. À partir du moment où il n'y a plus de visites internationales, il n'y a plus de tourisme international, les revenus tombent très sérieusement. Et ces pays n'ont pas nécessairement la capacité de réagir de manière efficace contre cette pandémie, contre les conséquences de cette pandémie. C'est normal qu'on essaye d'aider la Tunisie, mais 60 millions de dollars, c'est assez d'argent, mais ce n'est pas suffisamment d'argent pour être en mesure de faire un véritable bond économique qui peut permettre d'absorber la difficulté. Je pense simplement qu'il faut plus de diversification, mais cela demande beaucoup d'innovation.
Pour les experts, seul un confinement général va permettre à la Tunisie de lutter contre la troisième vague. Cependant, l'impact économique et social de cette mesure serait désastreux pour ce pays où 1,5 million de personnes travaillent dans le secteur informel. Le financement de la Banque africaine de développement s'inscrit dans le cadre de la contribution de cette banque à l'appui budgétaire multi-bailleur 2020-2022 à la Tunisie. Au Congo-Brazzaville, plus de 90 000 candidats ont démarré le baccalauréat général ce mardi. Les élèves ont planché sur la très redoutée épreuve de mathématiques. De l'anti-sèche au portable, la triche au bac perdure et les autorités ont pris un certain nombre de dispositions afin d'éviter la fuite des sujets. Reportage de notre correspondant Deva Ponso. C'est avec ces cadenas électroniques que les mâles contenant des sujets du baccalauréat général ont été scellés. Ces derniers sont contrôlés à distance et se débloquent après la transmission par le chef de centre du code de chaque dispositif. Dès leur désactivation, le voyant vert remplace le clignotant bleu et la malle peut être ouverte. Ces dispositifs ont été déployés sur toute l'étendue du territoire congolais afin d'éviter la fuite des sujets. Les malles ont fini par être ouvertes. Vous l'avez constaté dans le centre où nous étions avec quelques 4-5 minutes de retard. Finalement, la technique étant ce qu'elle est, les malles ont fini quand même par s'ouvrir, mais nous avons fini par applaudir nous aussi parce que c'était du bonheur de voir que notre technologie a fonctionné. Elle a bien marché. Nous ne sommes pas réfractaires au progrès, au développement et à la science, au contraire. Ces cadenas électroniques sont complétés par des cadenas analogiques. Conscient que cette technologie ne représente qu'un premier volet de ce processus de sécurisation des sujets des examens d'État, le gouvernement entend renforcer celle-ci dès l'année prochaine. Il faudra imaginer, et nous sommes déjà en train de travailler sur cette piste pour que l'année prochaine, ce ne soit pas seulement les malles qui soient sécurisées ainsi, mais ce sera aussi les enveloppes de sujets qui seront scellées avec un dispositif électronique et d'ouverture également à distance. Et là, ça permettra encore de rendre un peu plus coercitif l'accès au sujet. Dès le premier jour du déroulement des épreuves, des groupes WhatsApp ont été démantelés et des candidats surpris en train de communiquer sur ce réseau social ont été appréhendés. Après un an d'attente, la 32e Olympiade se déroule du 23 juillet au 8 août à Tokyo. Plus de 11 000 athlètes pour un millier de médailles à décrocher au Japon. Philomène Tine s'est penchée sur la participation du Sénégal, qualifié dans plusieurs disciplines. Des milliers d'athlètes internationaux seront en compétition pour les Jeux olympiques de Tokyo 2021 au Japon. Après un report en 2020 en raison du Covid-19, l'événement sportif planétaire qui se tient tous les 4 ans se déroule du 23 juillet au 8 août à huis clos dans la ville japonaise. Au Sénégal, 12 athlètes se sont qualifiés dans plusieurs disciplines, notamment la course de 110 mètres et le tennis de table, le judo, l'escrime, la lutte, la natation. Écoutez, en tout cas, les athlètes se sont très bien préparés. Le Sénégal un peu moins, puisque le Sénégal n'est pas partie prenante. C'est en 2026 que le Sénégal sera en mode de préparation. Mais bien. Nos athlètes étaient un peu dans tous les grands centres de formation et d'entraînement. Je pense que ça s'est bien passé. Je les ai reçus moi-même ici à déjeuner. Et il y a 12 qualifiés. Je pense que l'un dans l'autre, ça c'est les préparations en tout cas qui relèvent de l'encadrement, ça s'est bien passé. Le chef de l'État Macky Sall est l'invité d'honneur des Jeux olympiques de Tokyo 2021. À travers cette invitation, le Comité international olympique entend remercier le Sénégal pour les efforts consentis dans le domaine de l'olympisme. Le Sénégal a par ailleurs été désigné pays hôte des Jeux olympiques de la jeunesse d'été 2026, premier événement olympique devant se tenir en Afrique. Ah, mais c'est un grand honneur pour le Sénégal. Et c'est un grand honneur pour le président. Vous savez, ça ne m'étonne pas. Le président dirige la délégation en Argentine pour 2026, les Jeux olympiques de la jeunesse. Et il a des relations excellentes avec le président Barre, qui l'a invité. Initialement, c'était pour la flamme, mais avec
les restrictions au Japon, il y a un autre format qui a été arrêté et il délivrera son message. Parmi les 12 athlètes sénégalais qualifiés pour les Jeux olympiques et paralympiques de Tokyo figure le judoka Mbagnick Ndiaye, l'un des porte-drapeaux du Sénégal. Également la nageuse Jeanne Boutebien. Fin de ce journal, merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.